à la fin de la partie. Il peut empocher jusqu'à 1 000 €. C'est sans doute la combinaison d'informations connues et inconnues, donc une certaine transparence, qui suscite un tel enthousiasme pour le poker moderne. Chaque joueur reçoit 2 cartes fermées qu'il est le seul à connaître. S'y ajoutent l'une après l'autre 5 cartes communes à toute la table. Le flop, le turn et la rivière. Les joueurs utilisent ces cartes pour compléter leur jeu. Autant d'indices qui permettent à chacun de déduire des informations importantes sur la main de ses adversaires. La partie elle-même se déroule en 4 tours d'enchères maximum, avant et entre la révélation des cartes communes. À partir de ce moment, on raconte des histoires. Certaines sont vraies et d'autres non. Miser ou relancer, est-ce que ça veut dire qu'on a une combinaison forte? Et si on ne fait que suivre, est-ce que c'est parce qu'on attend une carte ou est-ce pour faire mine d'avoir une main faible? On peut croire ce que disent les autres ou partir du principe qu'ils cherchent à nous mener en bateau. Une chose est sûre, on a un certain nombre de choix à faire. Et si on veut faire les bons choix, il faut évaluer ses adversaires et bien lire sur leur visage. Toute la partie s'articule autour de ce qu'on connaît des autres et aussi, surtout, de leur expérience. À la table, on est comme sur scène, dans un rôle. On enfile un masque et on donne une image de nous-mêmes qu'on va garder jusqu'à la fin de la partie et avec laquelle les autres vont composer. Par exemple, quand on a une image de joueur très prudent, on se donne la possibilité de bluffer dans des situations où on n'a absolument rien en main, en faisant croire qu'on a d'excellentes cartes. Le fait de passer pour un joueur prudent et raisonnable nous confère naturellement une certaine crédibilité. On ne ment jamais plus qu'à une table de poker. Ici, il n'y a pas de vérité absolue qui tienne, et on ne peut pas compter sur la parole de l'autre, car notre adversaire est de taille. C'est le bluff. Le bluff, on sait qu'il existe, mais pas où il se cache. Il représente la part anarchiste du poker. Il démolit les certitudes et empêche les protagonistes de se sentir en sécurité. Au poker, le mensonge calculé est autorisé. Il joue même un rôle déterminant dans la stratégie. Et lorsqu'il est couronné de succès, il est magistral. Il est impossible d'avoir de bonnes cartes à chaque main, d'où l'intérêt de savoir composer au bon moment pour donner un coup de pouce à la chance. En ce qui me concerne, j'essaie généralement de donner une image de moi qui n'est pas spécialement celle d'un joueur prudent. Ce serait plutôt le contraire. Je veux passer pour quelqu'un d'inconséquent, de très agressif, d'imprévisible. Je suis celui qui risque tout quand il n'a rien. De cette façon, quand j'ai une bonne main, j'ai de grandes chances de toucher le gros lot. Je suis le genre de joueur qui recherche l'action. Je suis un boulimique. Je mise facilement au flop et je ne crains pas la confrontation. Par exemple, quand j'ai une bonne intuition sur telle ou telle main, je vais avoir tendance à m'y fier, même si l'action ne semble pas raisonnable, d'un point de vue strictement mathématique. Je fonce parce que j'ai l'intuition que ça peut marcher, et du coup ça marche. Cela dit, je dois avouer que ces derniers temps, j'ai essuyé un certain nombre de revers. Mes intuitions n'ont pas été extraordinaires. Faut-il se lancer dans une aventure hasardeuse sur la seule foi d'une conviction profonde? Ou est-ce que la somme de ces observations inconscientes et de ces expériences entraîne intuitivement le joueur à prendre la bonne décision? L'amateur suit plutôt son instinct. Le joueur confirmé, en revanche, se fie davantage à la puissance inébranlable des mathématiques. À partir de quelques formules, il fait des calculs de cotes pour chaque partie. Un bon joueur ne se mouille que si les statistiques lui sont favorables. Sur le long terme, s'il joue beaucoup de mains, il est quasi certain de remporter une victoire. Mais sur le court terme, il se peut que la chance du débutant lui fasse obstacle.
À la donne, la paire de dames est une main très forte, la troisième après les as et les rois. Alex est a priori le joueur le mieux loti de la table. Il peut commencer à faire monter la pression pour décimer ses adversaires. Pour relancer, seuls les adversaires qui ont d'aussi bonnes cartes pourront suivre, pourvu qu'il n'y ait pas d'as ou de roi dans le flop. Que faire? Si on se fie à la raison, on se dit qu'un des adversaires a peut-être un autre as dans sa main, donc une paire d'as, donc une main plus forte. Il faut laisser tomber. Si on obéit aux lois mathématiques, on se dit qu'on a environ 15% de chance d'améliorer la main au prochain tour. Un brelan de dame, par exemple. On attend. Si on se base sur l'expérience, on se dit qu'il y a du bluff dans l'air. Et l'intuition, alors? Je suis. Turn. Tapis. Il fait tapis. Je suis. Tapis, il suit. Ma main est moins bonne. Non, elle est moins bonne. Volant de valet. Les dames. Brelan de dame. La chance. Ah, la chance. Parfois elle est avec nous, parfois contre nous. Elle est rarement distribuée équitablement, mais elle fait partie du poker. Au début de la soirée, c'était Ingo le chip leader, mais son tas de jetons s'est soudain mis à diminuer à toute vitesse. Un de ses adversaires a un as et un 5 et pousse ses derniers jetons vers le centre de la table, plein d'espoir. Ingo a un as et un roi et n'hésite pas à faire tapis. Il a une cote de 70 pour 30. Mais le flop apporte un 5 à son adversaire et un brelan à la rivière. Il avait tout fait dans les règles de l'art, pourtant il perd. La chance. Quelques tours plus tard, il tire sa révérence. C'est l'issue classique des tournois de poker. Tous les joueurs doivent apprendre à l'accepter. À sa table se trouve une des joueuses les plus réputées du circuit, Sandra Naouyox. Elle a participé à son premier tournoi en 2006. Au départ, je me suis retrouvée là par hasard. J'ai commencé en ligne, comme la plupart des gens de nos jours. Mais le vrai déclic, je l'ai eu quand j'ai joué en live. J'ai découvert que c'était vraiment ça qui me plaisait dans le poker. Essayer de savoir ce qu'il y a dans la tête des autres joueurs, les observer, me faire une idée sur eux et sur leur jeu.